Bonsoir pas. C'est parti, bonsoir et bienvenue dans l'instant de l'équilibre pour ce troisième volet de cette émission qui, vous avez pu le voir, j'espère vous conviendra parce que ça devient de plus en plus intéressant. Les sujets vont être liés, vous allez vous en rendre compte. Et ce soir, ben, je reçois encore mon ami Eve, évidemment, qui ben, est un spécialiste de tout, vous le savez. Et ce soir, il va nous parler de quelque chose que vous avez sûrement entendu mais que vous n'entendez pas ailleurs. Donc c'est bien ici qu'il faut être. Et ce soir, le sujet, c'est les anomalies. Alors, Voilà. alors très simplement, on va commencer. Ève, tu me connais, sinon je blabla, je blabla. Tu vas nous dire, tout simplement, qu'est-ce qu'une anomalie? Quelle en est Ah la bah oui. définition? Donc déjà, hein, tu reçois le grand expert mondial des anomalies, hein, parce que Oui, je on est sais. des anomalies nous-mêmes en plus. Effectivement. Donc ce soir, on a décidé de changer un petit peu la formule. Donc, je vais pouvoir montrer des diapos avec un peu de texte, et puis comme ça, on sera un petit peu plus organisé. Et donc le sujet de ce soir, c'est les anomalies à éliminer de toute urgence. Question ou affirmation? Alors, eh bien, justement, qu'est-ce qu'une anomalie? C'est un écart par rapport à la normale ou à la valeur théorique, une exception à la règle, une bizarrerie, une singularité, une particularité. Ça, c'est la définition du petit Robert. Alors, si on regarde cette définition, on se rend vite compte qu'il va y avoir beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre des anomalies, hein, dès qu'on s'écarte de la normale, d'une valeur théorique. On verra si dans la vie ou dans tout ce qui est répertorié, tout ce qui est raconté, à la fois des témoignages subjectifs, des témoignages historiques, des résultats scientifiques, ou simplement toutes les expériences vécues, hein, de la vie, expériences subjectives sous hallucinogènes, ou les rêves. Oui, c'est complet en fait. Ben voilà, j'ai listé un petit peu les types d'anomalies qui sont indésirables dans la science actuelle. Donc, tout phénomène qui est hors de la norme, c'est la définition de l'anomalie. Tout phénomène qui est non répétable. On a aussi des phénomènes trop répétables, ça, j'en parlerai parce qu'il y a des cas assez particuliers qui sont amusants. Tout ce qui est expérience subjective ou témoignage, tout ce qui est un fait non explicable par le matérialisme, finalement, ça entre dans le cadre des anomalies. Donc tout ce qui va être influence de la volonté dans une expérience, dans un phénomène. On a aussi le non-hasard. Euh, là, on peut citer l'exemple de l'évolution. Je ne parle pas spécialement d'évolution naturelle, mais de toute évolution. La vie aussi, qui est une anomalie. On a aussi les incohérences de l'histoire, avec que ce soit les souvenirs, les vestiges ou les archives. Donc tout ce qui est paranormal, ovni et pseudosciences, donc qui est phénomène non explicable par le matérialisme et hors de la norme. On a aussi l'exemple amusant des hallucinations collectives. Ça, c'est un terme matérialiste employé qui est assez amusant parce qu'il se contredit lui-même, quoi. Quelque part, donner cette explication en tant que matérialiste, c'est sous-entendre que l'explication n'est pas matérialiste. Ouais. En médecine, on a aussi l'effet placebo, nocebo, donc l'effet placebo qui est l'effet positif quand on croit qu'une substance ou un médicament a des effets positifs, et l'effet nocebo qui est l'inverse. On a l'effet Paoli. Donc ça, ça vient du physicien Paoli, donc qui était prix Nobel sur des travaux sur la physique quantique, et on en avait parlé, je crois, la dernière fois justement sur la théorie quantique, qui donc avait un peu la particularité de faire louper toutes les expériences s'ils se trouvaient à proximité, un peu comme les gens qui disent que leur montre se dérègle toute seule, quelle que soit la montre qu'ils mettent, ou alors que dès qu'ils touchent un ordinateur, ça bug, et ben, c'est ce qu'on peut Ouais. appeler l'effet Pauli, quoi. Et donc, il avait rencontré dans sa vie C.G. Jung pour discuter de ça, de l'inconscient collectif et puis de tous ces effets de la volonté sur
sur ce qu'on va appeler le monde physique. On a aussi dans les anomalies tous les trucs étranges tombés du ciel ou pas, parce que des fois on dit que c'est tombé du ciel, mais c'est quelque chose, un rocher ou pierre de foudre ou des choses incrustées dans le sol ou qui sont retrouvées là et qui n'étaient pas là avant, en tout cas, on les a pas forcément vues tomber. Donc d'ailleurs, ce qu'on appelait météorites étaient classés dans ces trucs étranges tombés du ciel auxquels on croyait pas il y a un peu plus d'un siècle. Mais maintenant, finalement, c'est ce qui sert un peu de fourre-tout. Donc tout est astéroïde ou météorite. Donc est-ce que ça, il n'y a pas des anomalies aussi là-dedans? On a aussi dans les anomalies l'effet Mandela, qui est, pour rappeler un petit peu ce que c'est une incohérence entre les souvenirs, on va dire, collectifs sur un événement ou sur quelque chose et ce qu'on constate de la réalité, quoi. Donc, un groupe dont on se souvient qu'il y avait quatre membres dans le groupe, et puis finalement, on découvre tous qu'il y en a cinq, par exemple. C'est assez difficile d'être convaincu par la réalité des effets Mandela, parce que de toute façon, c'est toujours l'incohérence entre le souvenir qu'on en a, le souvenir collectif, des preuves factuelles qui sont elles-mêmes pas toujours cohérentes. D'ailleurs, j'avais fait un article il y a quelques années sur les monolithes qui étaient liés aussi à des effets Mandela. Et là, on se rendait compte que sur la page Wikipédia en anglais et en français pour le groupe c'est Village People, je crois, et ben c'était pas il n'y avait pas la même année pour la naissance du chanteur supplémentaire dont personne ne se souvient. Enfin, des petites choses comme ça, quoi. Donc on peut pas vraiment vérifier la réalité d'un effet Mandela. Ouais. On parlera aussi peut-être des glitches de la réalité, d'effets incompatibles entre eux, hein, là, deux choses qui vont arriver et qui sont pas compatibles entre elles. Les paradoxes et les contradictions logiques, et aussi les théories incompatibles, puisque là, en sciences théoriques, tout repose sur deux théories qui sont elles-mêmes incompatibles entre elles, donc elles ne parlent pas des mêmes choses, elles peuvent pas être vraies toutes les deux. Donc, c'est la relativité générale et la théorie quantique. Ouais, ok. Ça enchaîne ce qu'on parlait la dernière fois en Donc physique. voilà, on peut faire peut-être une petite pause à ce moment-là pour discuter de ces choses-là et peut-être prendre des exemples aussi de tout ça. C'est que il y il y a une anomalie. Ça y est. Première anomalie de la soirée. C'est extraordinaire. C'est le retour du chat de Schrödinger. Bah, du coup, là, il est vivant. C'est clair. Qui est Il est plus là. vivant et en plus, on connaît sa couleur. Enfin, Moi, est bien vivant. Puis il vient là voilà. quand je dis la caméra. Mais des fois invisible, forcément. Donc oui, Alors, je te coupe une petite seconde, tu vas voir, c'est marrant parce que je me rends compte qu'en fait, le sujet est vaste bah aussi. oui, voilà. Il est vraiment vaste. C'est toujours pareil. On va faire encore une fois que l'effleurer, toujours. Mais en suivant certaines étapes, peut-être que tu vas appuyer plus sur certaines anomalies que d'autres qui sont peut-être moins importantes pour notre développement. Déjà, si on se rend compte de la liste que j'ai faite, donc tous les phénomènes hors de la norme, tout ce qui est non répétable, tout ça, le paranormal, les témoignages, enfin, finalement, ça représente tout ce qu'on sait de la réalité, quoi. C'est-à-dire, on a bien des théories incompatibles, on a bien des paradoxes, des contradictions logiques, on a bien tous ces effets qui sont bah, pas forcément vérifiés comme l'effet Mandela, mais au moins nommés et donc conceptualisés et donc qui existent potentiellement. Et cette liste, elle représente finalement la réalité qui est celle qu'on vit. Ouais, qui nous Si on entoure. exclut, qu'est-ce qui reste si on enlève tout ça? Il reste les expériences scientifiques réalisées dans un cadre très précis qui parlent qui mettent en correspondance deux choses et qui sont répétables, effectivement. Plus ou moins, on l'a vu. Ouais, plus Parce ou que moins. là aussi, toujours, on écarte l'influence de la volonté et donc, en corollaire, l'effet Paoli et des choses comme ça. Donc, bah, écoute, voilà, tu vois, j'ai une question qui me vient comme ça, spontanément, c'est toujours pareil. C'est comme quand on a parlé d'idéalisme, on s'est rendu compte qu'en fait, le sujet était très peu traité. Tu vois, même au niveau des ouvrages sur l'idéalisme, tu nous en as montré un, deux, peut-être trois références, si je me souviens bien de mémoire. Donc, c'est pas énorme. Donc, les anomalies, on est un petit peu dans le même concept, c'est-à-dire que c'est mis de côté, même si c'est étudié d'une certaine manière, parce que je sais
que les ovnis, ça, c'est une grande passion. Donc, il y a beaucoup de gens qui observent, qui étudient. Même en France, ils ont fait le GEPAN et tout ça, ainsi de suite. Alors, aux États-Unis, n'en parlons pas. Mais quand même, ça reste un peu, tu vois, comment dire, un sujet, ouais, c'est pour certains gens, tu vois. Donc, les complotistes, entre Hein. guillemets. C'est ça, c'est que la science, elle a décidé de s'occuper vraiment que des phénomènes qui sont répétables, statistiquement significatifs. Et donc, tout ce qui va être une apparition ou un phénomène qui arrive qu'une fois, ça a aucun intérêt pour la science, de toute façon. Puis, puis l'explication de tout, on sait qu'elle existe. C'est bien de considérer que c'est une production de la conscience. Ça, on l'a depuis longtemps, l'explication. Mais comme on veut raisonner à l'envers et savoir comment la matière pourrait produire des processus qui font que si ou ça, à la fin, on a un phénomène observé qui est de telle sorte, ben là, effectivement, on se retrouve bloqué. Donc c'est l'approche qui est mauvaise. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est... s'ils sont étudiés, ils sont toujours étudiés aussi à l'envers. C'est-à-dire on considère, par exemple, que l'effet placebo et l'effet nocebo, c'est un effet annexe, un petit peu un ajustement de l'effet de base qui serait matériel. Alors que c'est plus le contraire, c'est-à-dire que c'est l'effet normal matériel qui est lui-même un processus de la pensée consciente et inconsciente qui se déroule d'une certaine façon. Et donc de toujours partir d'un ajustement de la volonté ou d'un ajustement de la conscience fait qu'on passe pas à côté de l'essentiel qui est que la normalité est un processus de la pensée approximatif, avec des anomalies, avec des paradoxes, avec tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est essayer d'envisager un petit peu de nouveau dans le bon sens les choses. Ouais, ben justement, c'est ça qui est intéressant, d'essayer d'avoir une vision différente que celle qui est apprise, inculquée, ou matérialiste, on y revient toujours, ou dualiste. C'est lié encore de toute façon. Donc du coup, ces anomalies, elles doivent, comment dire, être perçues par nous-mêmes pour comprendre le monde. Sinon, il nous manque quelque chose. Et c'est ça, parce que justement, ce qui est important, c'est de voir que en, en considérant qu'il n'y a pas d'anomalie et que tout doit fonctionner d'une certaine façon rigide, on se ferme à, à la perception de ces anomalies et à la réalité du changement. Donc, commencer à s'ouvrir et à envisager les choses, ça, ce sera toujours vraiment quelque part ce qu'on essaie de faire avec toutes ces émissions hein, et tout ce qu'on fait, que ce soit par écrit, par les chansons, c'est envisager les choses vraiment à l'envers par rapport à ce qu'on nous présente actuellement pour remettre dans le bon sens. Ouais, ouais. D'ailleurs, je pense que la prochaine émission sera sur l'inversion elle-même, parce que ça, souvent, c'est mal compris. On fait une sorte d'inversion, de symétrie miroir alors que c'est pas ça l'inversion qu'il faut faire. Ouais, ben, ça, je suis d'accord avec toi. En plus, la version est tellement partout qu'en fait, elle est sur nous-mêmes déjà de base. Donc, il faut vraiment voir les choses dans leur complétitude et pas juste, comment dire, fixer un point. C'est avoir la vue d'ensemble du pulse, quoi, et pas juste le nez sur la tâche. Ah bah justement, je vais enchaîner avec une image, je sais, une image habituelle, avec toujours quelque chose de... Ah ben super, je te mets en grand écran parce que ça, il faut le voir. Alors ça, c'est un gros plan sur un des dessins que j'ai fait, hein, qui est quelque part, je montre un peu l'origine et là aussi où sont tous les fondements de notre pensée, de notre conception un petit peu inversée là, du monde. Et, et on voit que quelque part, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, qui sont pas forcément reliées entre elles. Et là, j'ai mis des équations. Donc, il y a l'équation de Schrödinger, il y a l'équation de la relativité générale, il y a Pythagore, il y a l'espace et le temps avec la notion de cube, la notion de géométrie. Finalement, ce monde qu'on nous décrit, il fonctionne, c'est le monde matérialiste qu'on voit comme constitué de matière, d'énergie. Alors, il est soumis à des lois physiques dans lesquelles il y a des constantes qui interviennent. Tout fonctionnerait par causalité, par des interactions entre ces entités physiques.
Donc ça veut dire que cette causalité, c'est un déterminisme ou alors un hasard parfait. C'est important aussi de voir que même le hasard serait parfait dans le monde Ouais, c'est matérialiste. ça. Tout est vu aussi sous le prisme du temps, donc la temporalité, la succession chronologique des événements, qui est aussi une vision, on peut dire, perpendiculaire à la réalité. Ça, on fera une émission aussi complète là-dessus sur le temps, parce que c'est toujours difficile de concevoir la temporalité à la perpendiculaire de celle à laquelle on est habitué. Ouais, je On suis veut aussi, d'accord. À parler sur on- le temps, ça peut faire une émission sans problème, c'est sûr. et ce sera parler du temps et partant de l'origine, c'est-à-dire de la conscience, de la perception, pour inverser vraiment cette vision où ce serait un temps extérieur ou des durées, un temps physique. Donc aussi dans cette vision matérialiste, on suppose l'objectivité et la persistance. Donc l'objectivité signifie que tous les événements, que tout ce qui existe n'est pas seulement n'est pas seulement observé de manière objective, mais existe aussi objectivement et hors de toute observation. On a aussi la supposition de la répétabilité des événements, de la régularité des événements et des processus, qui conduisent aussi à la notion de vérité immuable, quoi. Donc la vérité qui est une interprétation mentale et le immuable qui signifierait que tout ça se base sur le fait que tout ce qui est cité avant déjà est permanent et ne peut pas changer et que c'est là-dessus que fonctionnent vraiment les objets de la pensée. Ouais, c'est inchangeable, quoi, en fait. Voilà, un univers figé qui est basé aussi sur les notions de rationalité avec les comparaisons, relations, classification, normalisation. Ça, c'est important aussi, la logique formelle avec le principe du tiers exclu. Donc, quelque chose qui est vrai, son contraire ne peut pas être vrai. Et donc, on a une sorte de logique binaire qui fait que même dans notre langage, on a du mal. Par exemple, on veut savoir si quelque chose est vrai ou n'est pas vrai, ou quelque chose existe ou n'existe pas. La réalité, euh, la réalité non matérielle n'est pas aussi simple que ça. Ouais, j'imagine. Ça suppose aussi donc la séparabilité pour la possibilité d'identification des choses et de dénombrabilité des objets et de tous les concepts. Ça, on fait la supposition aussi que la réalité est faite d'états qui sont parfaitement définis, donc une succession d'états. Donc, tous les mots sont importants, hein, ça serait des états. Un état, c'est quelque chose qui est enfin, dont l'image ce serait une photo, quoi. C'est-à-dire, mais c'est pour toutes ses propriétés. Ouais. Alors que on verra que c'est pas forcément la bonne notion pour démarrer, pour comprendre la réalité et même le temps. Et On est donc on a toujours, aussi là-dessus, oui, pardon, on est toujours avec la limitation des mots, en fait. C'est ça. ouais, c'est ça. Donc déjà on est limité par les mots. En plus, ils ont été un petit peu. Enfin, il y en a certains qui nous ont été bien ancrés, d'autres qui ont été détournés. Donc on a vraiment cette vision qui est ancrée chez presque tout le monde hein, quand on discute, même si les personnes n'ont pas fait, par exemple, d'études scientifiques d'un bac S avec les lois de Newton, ben, on a cette vision du temps avec un genre de curseur qui avance du passé vers le futur, Ouais, bien sûr. dans une succession d'états, c'est-à-dire il y a le moment présent, c'est un état, il y a un moment dans une seconde, c'est un autre état. Voilà, donc ça c'est une fausse image de l'univers. Ben, on a aussi ce monde, toutes ces lois, elles sont basées sur des principes. On a le principe de la thermodynamique avec la loi de conservation de l'énergie. Et ça apparaît pas, ça disparaît pas. Et le deuxième principe de l'entropie, donc l'entropie ne peut qu'augmenter. Il y a tout ça avec cette logique formelle, les lois physiques, la causalité, ben, on a un fonctionnement algorithmique de l'univers. Ça veut dire aussi qu'il est simulable et que potentiellement, s'il est simulable, il peut être le résultat d'une simulation. Qui est simulable, quelque part est simulé. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, on suppose,
parce qu'on la recherche, qu'il y a une théorie unique du tout qui serait cohérente et qui décrirait effectivement tous les objets de manière immuable, quoi. Donc quand on voit toutes ces choses-là, ça il y a d'autres conditions hein, pour supposer cette vision scientifique, scientiste qu'on a de l'univers, mais il y a au moins celle-ci plus d'autres, quoi. Et ça, faut bien se demander pourquoi devrait-il en être ainsi, parce que quand on dit effectivement oui, c'est pas forcément vrai, on dit ouais, mais prouve-le. Mais non, mais pourquoi devrait en être ainsi? C'est pas prouvé. Tout ça, c'est des suppositions et qu'on va vérifier dans une certaine mesure. Mais voilà. Ouais, je comprends. Parce qu'en plus, c'est pareil. Prouver que ce monde-là est vrai aussi, il faut le prouver d'une certaine manière. C'est pas forcément juste avec, comment dire, Ouais. des expériences scientifiques que ça prouve que c'est ça. De toute façon, si on dit c'est quoi une preuve, il faut bien voir que c'est obligé de respecter ces conditions-là qui sont posées par le monde matérialiste. Par exemple, la répétabilité d'une expérience, des choses comme ça, c'est supposé servir de fondement à des preuves, mais sauf que ça veut rien dire. Si par exemple, je sais pas, si chaque individu dans sa vie croise un spectre de sa famille ou d'un de ses ancêtres qu'il connaît pas puis qui lui dit des choses, chacun l'aura vécu, mais aucune de ces expériences ne sera répétable puisque chaque situation est différente, puis on peut pas reproduire un protocole pour la faire. Ouais, ben oui, bien Donc, sûr. Donc, c'est-à-dire que c'est encore une façon de mettre les choses dans des boîtes. Voilà. Si ça sera pas accepté par ben, soit la famille scientifique et tout ceci, cela, si ça rentre pas dans leur méthode à eux d'analyse pour rechercher la preuve, justement. Donc, tous les puis gens qui sont à part, eh ben, ils sont mis dans... je prendrai le cas, tu sais, on en a parlé souvent de lui, de Jean-Pierre Petit, tu vois. Ah, le chat veut revenir, non? ah Jean-Pierre bah là, Petit, tout tu le monde vois? veut rentrer maintenant. Ouais, bah, c'est pas grave. Et c'est Jean-Pierre Petit qui, lui, a été un petit peu mis hors des sentiers scientifiques parce que justement, tiens, il parlait de choses qui n'étaient pas forcément reproductibles. C'est clair et net. Donc, du coup, on a vite, enfin, ce monde scientifique a vite tendance à dégager les gens qui ne rentrent pas dans leurs standards. Toujours pareil. Et puis ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de faire des théories farfelues si par exemple on met au point des expériences pour mesurer la vitesse de la lumière. Si par définition, ces expériences, elles vont servir à essayer d'avoir une mesure plus précise. Et donc, tout ce qui s'écarte de la norme est éliminé. C'est toujours comme ça, les mesures physiques, vu qu'il y a du bruit de fond, on garde que les meilleures mesures. Mais les meilleures mesures, pour qu'elles soient considérées comme meilleures, le critère, c'est de s'approcher de la valeur théorique. Ouais, d'accord. Et en faisant ça, bah, c'est comme pour tout. Dans un accélérateur de particules, si on élimine tout ce qui correspond pas à ce qu'on veut observer, effectivement, on observe ce qu'on veut. Donc Ouais, c'est, c'est facile, quoi. On choisit du coup ce qu'on veut observer, on l'observe et puis on dit boum, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. voilà, donc par exemple, Ouais, c'est très scientifique du coup comme méthode. Choisissons juste ce qu'on veut observer. bah, par exemple, et même ça pose des contraintes sur ces valeurs et sur ce qui peut être fait, parce que la vitesse de la lumière, elle a été définie donc, de manière exacte maintenant, parce qu'on considère que c'est une valeur qui sert à définir les autres grandeurs. C'est-à-dire qu'on lui a donné une valeur sans approximation, puis on dit c'est celle-là la vraie, c'est comme ça. Et puis cette valeur, elle permet ensuite, si on mesure, bah, de définir le mètre et la seconde, D'accord. et toutes les autres mesures. Mais par exemple, Sheldrake avait noté que bah, sur les mesures à la vitesse de la lumière, entre 1928 et 1945, partout dans le monde, l'estimation avait diminué d'environ 20 km par seconde. Et puis, donc depuis 1972, là, elle peut plus varier, quoi, puisqu'elle est définie de manière absolue.
Ouais, C'est d'accord. pareil pour la constante de gravitation, quoi. Dans les équations, il y a des constantes, donc on considère qu'elles ont des valeurs fixes. Entre 73 et 2010, l'estimation, elle avait varié de 1,1%. Donc c'était 40 fois plus grand que l'incertitude de mesure, quoi. Ouais, super. Bah, de toute façon, ouais, ils sont toujours à la recherche du graviton, me semble-t-il. Donc, ils n'ont pas fini de chercher, quoi. C'est ça que je veux dire. Il va leur falloir quoi? Des instruments de plus en plus précis pour chercher leurs choses de plus en plus précis à eux. Et mettre de côté, donc, du coup, bah, tout ce qui est anomalie. Ça compte pas. Pourquoi? Ouais, puis c'est beaucoup plus fondamental pour moi d'essayer d'évaluer, par exemple, actuellement, les effets de la conscience sur des expériences plutôt que d'observer, enfin, de compléter le modèle standard des particules ou de tenter de trouver une théorie du tout. Oui, bah, parce que ça nous fera avancer quoi? Hop, une théorie du tout. Il y aurait quoi? Deux, trois types qui auraient encore des petites médailles, des prix et machin, et puis hop, voilà, super. Et comme ça, on rajoute ça dans les cahiers scolaires, et youpi. Et puis on met encore une fois de côté la conscience, l'esprit, donc du coup, les anomalies, les choses que peuvent vivre les gens en plus, tu vois. C'est justement ça qui est marrant. Parce qu'une expérience scientifique, bah, toi, tu peux pas la reproduire chez toi. Tandis qu'une anomalie, tu peux la vivre. Comme tu disais tout à l'heure, un spectre qui passe, ou n'importe quoi d'autre, de toute façon. Et ça veut Et dire puis, quoi? Ça veut dire que bah, heureusement qu'il y a des domaines où quand même ils s'ouvrent un petit peu à ça, mais ils ont toujours, de toute façon, ça fait pas partie de la recherche scientifique, quoi. Par exemple, toutes ouais. les EMI, ça fait vraiment pas longtemps que les patients osent en parler aux médecins, aux anesthésistes, aux neurologues, parce que bah, avant on leur disait juste, on se moquait d'eux, quoi. Ouais, mais alors peut-être que avant, justement, avant maintenant, c'était quelque chose de normal. On savait. Tu vois, c'est ça, je veux dire. Ah oui, là, longtemps avant. Ben oui, parce que j'ai vu tout à l'heure dans tes références sur les anomalies que tu parlais justement aussi ben, du passé, un peu comme si le passé était effacé de nos mémoires. Et donc, bah, est-ce que le passé aussi est pas un amoncellement d'effets Mandela qui font aussi qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraies sur notre passé il y a 5 ans et puis qui sont vraies maintenant sur notre passé. Ouais, Ça fait partie justement des anomalies, des incohérences sur l'histoire. Et justement, cette conception du temps qui est plutôt un empilement d'informations font que, à un moment donné, le passé notre passé quand on était enfant n'est pas le même que notre passé maintenant. Mais pas seulement la différence entre les années, c'est-à-dire que le passé lointain a changé. ouais, c'est ça. Et ça, c'est une vraie anomalie. Ça, c'est vérifié scientifiquement sur des phénomènes un peu particuliers quantiques, mais en extrapolant, peut se rendre compte que c'est aussi probablement vrai et même à un niveau où ça nous dépasserait, où ça dépasserait notre entendement. Par exemple, notre logique du tiers exclu fait aussi qu'on considère qu'il n'y a qu'une réalité qui se joue. Ça rejoint aussi la dénombrabilité, c'est-à-dire que veut dire une ou plusieurs réalités. C'est-à-dire comme c'est un ensemble d'événements, de phénomènes possibles, de changements, euh, même cette dénombrabilité est un petit peu floue. Il y a des choses qui peuvent avoir un aspect multiple dans certaines relations et pas dans d'autres. Ouais, il y a cette vision fractale de la réalité, où tout s'enchevêtre et tout change en même temps. Oui, 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 je vois. Moi, j'avais pris cette image des poupées Matryoshka, là, Mayorshka, je sais plus comment ça s'appelle. Des trucs emboîtés les uns dans les autres, en fait. Comme du fractal, en fait. Hein. Comme le dessin de Mandelbrot, là. Que tu peux zoomer de façon infinie et tu es toujours au même endroit. Donc, en fait, c'est ça. On est là et on n'est peut-être pas là. Est-ce que tu l'as dit dès le début? Moi, je veux rebondir là-dessus parce que c'est vraiment ce qui. En plus, c'est rigolo, tu vas voir, quand tu as affiché un petit peu un dessin au début, là, où il y avait plusieurs anomalies, tout ça, en bas sur la gauche, il y avait une soucoupe volante, tu vois, avec genre un ovni, et il y avait juste écrit ton nom. Tu vois là? Juste là, sur cette petite photo, tu sais.
Et c'est ça m'a vraiment fait sourire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ben voilà, la base, nous serions-nous une anomalie? Ben, nous, on est nous, donc on est la base des trucs. Après, les autres anomalies, mais nous, c'est quoi l'anomalie chez nous? Pourquoi on serait une anomalie? Ah bah déjà parce qu'on est une singularité. Parce que chacun n'est pas une anomalie en soi, puisque justement on est tous spécifiques, tous singuliers. Et ça, c'est une anomalie d'être spécifique et singulier par rapport à ce que disent les Par gens. rapport à la définition, quelque part, oui, parce que tout ce qui est une bizarrerie en soi, elle fait d'être, d'avoir une particularité, et quelque part, tout ça fait que c'est une anomalie par définition. Donc en science, c'est comme ça. Par exemple, on considère toujours des objets parfaitement identiques en physique. On va toujours parler d'un électron par rapport à un autre. S'ils avaient la moindre distinction, bah, ils seraient tous des anomalies. C'est ça, l'anomalie serait plutôt la règle pour les êtres, puisque Ben voilà. l'être est censé être individualisé, avoir un aspect, un regard unique. Donc c'est Donc vouloir inversé. éliminer l'anomalie, c'est éliminer l'être, c'est éliminer la vie aussi. Ouais, ben tu vois, c'est ce que je dis, c'est inversé. Donc c'est vraiment important de parler de cette base-là, l'anomalie. Parce qu'après, est-ce que il y a des anomalies qui sont plus visibles ou récurrentes que d'autres, que nous, on peut observer ou qu'on a entendu parler, tu vois, ce genre de choses. Ah, moi, je pense que non, dans le sens où ça doit être vraiment personnel. À mon avis, puisque c'est comme c'est une ouverture, et il y en a, ils vont être plus facilement s'ouvrir à la vision de telle chose. Mais si, si on considère qu'on voit jamais rien de spécial ou de bizarre dans le ciel, on voit jamais rien de spécial ou de bizarre dans le ciel. Et dès qu'on s'ouvre à ça, bah, chaque soir, on va sortir, on voit des lumières étranges ou un phénomène un peu particulier. Donc, on se rend bien compte de l'effet de simplement s'ouvrir à la perception et de pas mettre déjà le filtre mental en premier lieu, quoi, la Ouais, perception. ouais, c'est ça. Et l'attention, quoi, en fait, se focaliser sur les choses. Et des fois, il y a peut-être, on peut se poser la question, hein, est-ce que c'est vraiment naturel d'imaginer qu'on a un univers qui est régi par des lois mathématiques, le néant a créé des mathématiques parfaites, ces lois mathématiques, elles ont créé des lois physiques parfaites qui ont créé de la matière, et puis tout ça fonctionne par un hasard parfait, déterministe, où toutes les interactions se calculent bien hein, mathématiquement, parce que tout ça est parfait. Donc est-ce que ça semble vraiment intuitif et naturel à la pensée? Si on y réfléchit bien, là, on sent l'inversion. Quand le complexe et l'abstrait et l'impensable commencent à devoir expliquer comme fondement quelque chose, puis que dès le début, on a des questions insolubles de comment le néant produirait des mathématiques, comment des mathématiques produiraient des lois physiques, Ouais, c'est ça. comment des lois physiques produiraient de la matière, et ainsi de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Cool. En presque, oui, c'est ce que tu dis. Comment le rien ferait le tout. Tu sais. Avec le pur hasard en plus. Et pile poil nickel. Donc on C'est parfait. verra que quand on inverse un petit peu cette vision et qu'on va repartir de la perception, qu'on parlera de toute cette inversion, ça paraîtra beaucoup plus logique, puisque là, il y a pas ces actes miraculeux dans un sens, ils sont parfaitement explicables dans l'autre sens. Et puis, on peut se poser la question de ces lois immuables. Est-ce que, au moment du Big Bang, tout était parfaitement défini? Est-ce que la température d'ébullition de l'eau était définie, la masse d'un atome de carbone? Qu'est-ce qui justifierait que ces choses existaient à ce moment-là? Si l'idée de, à ce moment-là, existait vraiment hors de l'observation. Et, bon, là-dessus, il y a Sheldrake qui rapporte des cas comme la glycérine ou de certains composés chimiques qui, euh, je lis ce qu'il avait mis, donc la glycérine qui est appelée glycérol. Mhm. C'est un résidu de la fabrication du savon. Et, pendant environ 40 ans après sa découverte, il était communément admis qu'elle ne formait pas de cristaux. Et un jour, au début du 19e siècle, pendant un trajet entre Vienne et Londres, une caisse de glycérine s'est soudain mise à cristalliser.
Et depuis ce moment, il est communément admis que la glycérine forme des cristaux en dessous de 18 degrés. Est-ce Ouais. qu'il y aurait un peu une légende comme ça sur les composés chimiques nouvellement créés qui, au départ, n'ont pas de température de solidification ou d'ébullition, par exemple, puis qui apparaissent d'un coup partout dans le monde. Donc on aurait cette construction des idées ou des lois physiques comme des habitudes de la pensée. Ouais, d'accord. Et du coup, ça peut changer. Donc, c'est pas figé. Donc, ça tient pas. Voilà, c'est pas figé, donc ce serait, donc Sheldrake parle des habitudes de la pensée, c'est ce que Jung appellerait l'inconscient collectif, ou c'est ce que la physique appellerait les lois physiques. Mais en disant loi physique, mais on a cet aspect figé, alors que finalement c'est de la pensée. Et Ouais. après, ben, justement, ce qu'il faudrait pouvoir étudier maintenant, c'est à quel point c'est figé. Par exemple, la vitesse de la lumière ou telle température de solidification, est-ce qu'on peut la faire varier par la pensée? Après, est-ce que c'est possible aussi de le faire sur un objet? On peut imaginer que quelqu'un qui développe certains pouvoirs ben, peut se mettre dans de l'eau qui est à 200 degrés et que par sa volonté, il arrive à faire qu'elle soit pas bouillante, des choses comme ça. Donc, voir aussi séparer l'effet de la volonté, voir à quel point on arrive à délier l'aspect normal statistique de- d'un d'un processus qui va être contrôlé par la volonté. Je vois ce que tu veux dire, mais du coup, ça veut dire que si s'il y a des gens qui vont dans ce sens-là, ça va casser les paradigmes habituels dans lesquels on vit et tout. C'est peut-être aussi, comment dire, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, les gens qui parlent d'ovnis, ils passent un peu pour des fous, ceux qui voient des fantômes, des spectres, des démons et tout ça. Même si aujourd'hui on entend beaucoup plus parler, effectivement, grâce à Internet magique, mais tu es toujours mis de côté, dans une case de côté, tu sais. Comme si sans arrêt, ben, c'était pas possible de montrer autre chose que ce qu'on veut te montrer. Tu vois, c'est fermé, c'est Ah oui, mais tenu là, par des gens qui ne veulent pas que tu développes certains sujets ou des minorités comme nous, tu vois. Je veux dire, c'est pas du grand changement, tu vois. La preuve, je pense que ce qu'on dit nous, ben, c'est déjà été dit avant. Tu vois, c'est ça que je veux dire. On n'invente rien. On fait que oui, c'est ça. observer. Puis même à comprendre, il y a rien de nouveau. C'est juste que on essaie on essaie plutôt de faire oublier toutes les mauvaises habitudes de pensée, justement, et tout ce qui est faux et qu'on croit évident ou vrai, alors qu'on s'est jamais posé la question. Parce que Ouais. bah, la réalité, c'est qu'on n'a pas, on peut aborder les choses de manière différente. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie en parlant plutôt justement de cette manière opposée de voir et de- finalement que c'est ça qui est intuitif, quoi. C'est pas les mathématiques qui sont intuitives, c'est pas les lois physiques, la matière est pas intuitive, ni tout ce qui est dit en biologie ou en psychologie. C'est finalement vraiment reprendre à la base les choses simples. Ouais, et puis en plus, c'est beaucoup plus accessible du coup, parce que là, si tu veux faire des mathématiques, tu vois, ou résoudre une équation à 10 000 inconnus, bah, il faut quand même passer des heures et des heures à faire ça, quoi. Alors qu'en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que bah, d'une manière intuitive, bah, tu peux savoir des choses sans avoir besoin de t'asseoir sur des bancs d'école pendant Et puis c'est euh, ça, 15 années, faut quoi. se méfier, hein. Si les fondements sont déjà compliqués et incompréhensibles, c'est qu'il y a il y a une entourloupe. Donc la base, elle doit être simple. Puis si c'est trop compliqué, après, là, tout ce qu'on dit peut des fois paraître compliqué, mais c'est parce que c'est enrobé de choses qui sont là pour nous faire voir que on nous a donné une mauvaise conception des choses ou qu'il y a des faits qui sont pas forcément montrés. Donc, mais D'accord. Bon, ben, la chose simple, c'est que tout est simple à comprendre, quoi. Il y a pas de... ok. Bon, on va aborder ça dans la seconde partie. Comme ça nous permet de faire une petite pause, les pauses naturelles, pause pour hein. voir. Ouais, nous sommes des êtres humains hein, de chair et d'os, à moitié. Peut-être qu'une autre moitié de nous est ailleurs, en ce moment même, au moment où je vous parle. Donc, petite pause, on revient tout de suite. À Tout de bientôt. suite.